Salut tout le monde! Bon matin! Yeah! Bon, alors ça commence déjà en mode discussion. Yep. En fait, ce matin, on a une thématique à aborder ensemble. On est 5 autour de la table, autour des coussins. Puis, la thématique, telle que vous l'avez vue dans la programmation, là, ça concerne les industries culturelles et créatives, mais la créativité comme moteur de changement pour la transition. Puis, je pense que... En tout cas, moi, je me sens super choyée d'être si bien entourée ce matin. J'aurai aussi comme le bonheur là, d'animer un peu la discussion, mais en bout de ligne, je pense que ça va un peu s'animer tout seul, de toute façon. Donc, j'inviterai un peu tout le monde à se présenter, comme ça, on aura une meilleure idée un peu de qui parle ce matin. Puis, je pense que ça serait intéressant là, de garder peut-être une petite portion à la fin aussi pour s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir ou même à tout moment, là, si quelqu'un a envie de se dire « Oh mon Dieu, que je rebondirais là-dessus puis que finalement, ça vous travaille là, d'un trip là, comme si ça pouvait plus exister par en dedans, puis il fallait vraiment que ça sorte. » Je vous invite à simplement lever la main puis venir communiquer ou même juste... Ah oui, je pense que pour les personnes en ligne, ça serait mieux si c'était à travers un micro. Donc, ouais. On vous passera le mic. Super. Alors, je ferai ça un peu dans l'ordre, pour le public, ce serait gauche à droite. Là. Donc, Jeannot, je t'invite, si tu veux peut-être t'introduire pour commencer. Bonjour tout le monde. Alors, Jeannot Pinchot, je suis flabbergasté. Tantôt, je ne sais pas qui a dit, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez flabbergasté. Donc, je le suis déjà avant de commencer parce qu'en fait, moi, je suis fondateur du Cirque Éloise, donc ça fait 30 ans qu'on a démarré ce projet-là. Et je suis un nouveau porteur de projet dans le village où j'ai grandi, au Havre-Robert, aux îles de la Madeleine, où je suis en train de racheter l'église du village. J'ai racheté l'école, l'ancienne école primaire qui était abandonnée, et l'espèce d'ancien musée salle paroissiale entre les deux. Donc, c'est un grand complexe qui va devenir un pôle culturel et touristique. Et c'est un projet absolument formidable. C'est un peu mon deuxième grand projet de vie, en fait. Donc, tranquillement, je vais passer plus de temps aux îles, bien que j'habite à Montréal. Je vais continuer l'Oise, mais je vais commencer à passer à la pérennité, à une transition pour l'avenir du cirque. Et par hasard, j'ai découvert les Forces fraîches et je suis arrivé ici sans trop savoir, avec pas vraiment d'attente, mais ce matin, véritablement, tantôt, je ne sais plus qui a dit aussi, des fois, on se sent seul comme porteur de projet. Ça fait 1 an et demi bien que je viens des îles de la Madeleine et que je me suis dit, ça va être bien. Je suis un gars des îles, les gens vont être contents. Ils sont très contents au départ, mais après, il y a toute une série de questionnements et de complications qui arrivent très rapidement. Et on se sent bien seul. Donc, ce matin, je me dis, waouh, il y en a d'autres qui vivent ce que je vis, ça va être formidable. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Amélie Primo-Bureau. Je suis fondatrice de l'entreprise Hors-Champ. Hors-Champ, c'est un domaine de 6 acres, un domaine maraîcher sur lequel il y a plusieurs cultures, des vignes, des arbres fruitiers, des jardins, des fleurs, du sirop d'érable, des érables à sucre. Il y a une maison, un chapiteau, puis un dôme maintenant l'hiver. On loue l'espace, mais on crée aussi des expériences. Puis notre niche, c'est vraiment toutes les tâches qui sont en lien avec la créativité, mais tu sais, tout secteur confondu. Un lac à l'épaule, une retraite de rédaction, des chercheurs qui mettent leurs idées sur papier pour écrire une thèse. On pense que l'offre d'activités qu'on a développée, fait que des cours de yoga, des cours de création spontanée, de l'alimentation saine, de la ferme à la table, ce sont des conditions idéales pour des tâches créatives. Fait qu'on s'est vraiment niché là, mais on loue aussi notre espace. Puis nous aussi, on a un volet artistique très fort, c'est-à-dire qu'on a élargi à la créativité, mais les gens qui en ont le plus besoin, c'est les artistes. Donc les artistes, c'est devenu notre mission sociale. Puis ça a été aussi notre canot de communication avec la municipalité, fait que ça a favorisé beaucoup notre intégration, puis j'aurai la chance d'en parler un peu plus tard. Donc, voilà. Non. Bonjour, je m'appelle Sarah Giroir. Je suis à la direction générale de l'OBNL Quartier Artisan. On est basé à Lac-Mégantic. La première mission qui nous a mis sur la map, c'est d'accompagner professionnellement
le développement des artisans entrepreneurs, donc des solo-entrepreneurs dans leurs ateliers qui maîtrisent un savoir-faire, mais qui veulent commercialiser, qui veulent gérer, qui veulent se gérer aussi dans leur temps. Donc, on apporte des ressources concrètes de différentes manières auprès de cette clientèle-là. Et le rayonnement qu'on a auprès d'eux, parce que notre clientèle, c'est le Québec au complet, on en profite pour amener le spotlight à Lac-Mégantic. En fait, parmi nos ressources, on a des retraites de formation à Lac-Mégantic. Et en amenant les gens chez nous, bien, ils découvrent la ville, éventuellement tombent en amour avec la ville et vont déménager. Donc, on veut faciliter aussi cette transition-là. On est en train de créer un quartier d'artisans. On favorise l'accès à la propriété dans ce quartier-là. C'est l'ancien secteur ouvrier de la ville. Avec Vivacité, on favorise l'accès donc à la propriété par la capitalisation partagée. C'est un super beau modèle. Je pourrais en discuter plus amplement avec vous. Et j'ai moi-même fait un peu ce parcours-là. Quand j'ai commencé à Quartier Artisan, j'étais basée à Montréal. Je pouvais faire le séjour à Mégantic à l'occasion. Puis, à un moment donné, il est arrivé une pandémie et ça a été la dernière raison qui me manquait pour quitter Montréal et m'installer à Lac-Mégantic. Et ça l'a fait aussi que j'ai pu rendre très, très concret plusieurs aspects de l'organisation. Donc, je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de tout ça. Merci. Wow! Le divan bleu est vraiment cool. Et confortable. Je vais me présenter très rapidement. En fait, je m'appelle Anne Lagacé, je suis cofondatrice puis aussi la directrice de création à la Boîte Interactive, qui est un studio de création interdisciplinaire, multimédia. On travaille dans des créations pour l'espace public. Pour vraiment présenter artistiquement, autrement, des sujets, remettre en valeur des lieux, puis mettre ensemble des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés autrement. On travaille aussi dans le domaine un peu plus muséal ou d'exposition atypique pour mettre des gens en relation aussi avec des thèmes ou des sujets, puis entre eux, avec une approche qui est toujours basée sur l'ouverture, le partage, mais aussi une certaine douceur, parce que dans ce qu'on croit, des fois, on est un peu bombardé là, de plein de pixels, plein d'informations, plein de sons tout le temps. Donc on essaie d'apporter ça avec une philosophie où on s'adresse aux gens pour vrai, puis on ne fait pas juste en mettre plein la vue. Donc, c'est un peu la philosophie. C'est sûr que la créativité, c'est comme au cœur de mon quotidien aussi. Donc, c'est un peu pourquoi, entre autres, le panel m'intéresse, mais je pense que ça peut vraiment être un moteur important. Puis, justement, c'est une grosse discussion que je partageais avec David cet été. Puis, on se disait, crime, maudit qu'il y a des affaires à faire, il faut vraiment qu'on y aille là-dessus. Donc, c'est un peu ça aussi là, que généré la prémisse de la rencontre aujourd'hui. Donc, je suis super heureuse d'être ici parmi vous pour en discuter ce matin. Puis, je passerai le micro à Pilou. All right. Merci, Anne. Alors, moi, c'est Pilou, de mon vrai nom, Pierre-Philippe Côté. Certains me connaissent peut-être sous le nom de Peter Henry Phillips aussi. J'ai plein d'identités secrètes. Donc, je suis le président cofondateur du BEAM, l'endroit où on se trouve en ce moment. Je suis un multi-entrepreneur aussi, un créatif. Et puis, notre mission ici au BEAM, en fait, c'est vraiment de supporter la création. Puis là, c'est ultra large, parce qu'on a appelé ça le bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Puis pour moi, le multimédia, c'est comme les multidimensions, le multiverse, c'est multi-tout, tu sais, c'est multiplié par la création, puis par la création de liens. Donc, il y a deux volets, en fait, au BEAM. Il y a le volet physique qu'on retrouve ici, qui est un hub créatif avec des studios, des équipements spécialisés, des ressources pour les créateurs. Et puis, il y a le volet qu'on a repris, en fait, qui est le Bureau du cinéma et de la télévision de l'Estrie, le BCTE, pour attirer des tournages, développer l'industrie cinématographique, l'industrie créative. Et puis, de plus en plus, je me rends compte que, tu sais, l'acronyme du BEAM, c'est vraiment une poutrelle de soutien pour l'industrie créative. Un BEAM, c'est l'alliage des métaux précieux que compose notre belle communauté créative en Estrie et éventuellement peut-être partout au Québec, parce qu'on a commencé à prototyper ici pour l'Estrie. Puis là, ben, on a aussi du rayonnement à l'international, d'où l'idée aussi du BEAM de lumière. Donc, un BEAM pour soutenir, puis un BEAM pour faire rayonner.
Et puis, ben, ici, c'est notre premier projet. Puis là, on est dans la phase 1. Il va éventuellement avoir la phase 2 avec des bureaux à la mezzanine. On va terminer aussi les studios créatifs en arrière ici. Il y a plein de projets qui émergent du hub créatif aussi. Vous allez voir l'épicerie Vrac Zéro Déchet, le Saint-Vrac, ça a démarré ici. Quand on n'avait même pas encore l'idée qu'on était en train de créer un hub créatif, ça s'est fait un peu tout seul comme ça. Et puis là, on développe en ce moment un nouveau pôle du BEAM, en fait, dans la région de l'Estrie, à Waterloo, à l'ancienne église Saint-Luc, en collaboration avec la MRC de la Haute-Yamaska puis de la ville de Waterloo, parce qu'on a une mission régionale. Et puis, c'est important pour nous d'avoir un autre pôle de l'autre côté de l'Estrie, tu sais, pour desservir les Frelichburg, Sutton, Bromont, tout ça, où il y a beaucoup de tournage. Et puis, c'est ça, on a un volet aussi éducationnel avec le cégep de Granby. On travaille à développer des attestations d'études collégiales pour des gens qui voudraient se réorienter dans l'industrie créative ou en cinéma, puis développer de la formation, puis toujours avec l'aide de la technologie pour créer du lien. Donc, c'est ça, un petit peu... OK, bon, on veut que je vous explique comment on chauffe l'Église. Bon. Faut que ça sorte du cœur, là, je gêne pas. Très, très vite, ça sort du cœur. Et puis, en plus, c'est bon pour des créatifs parce que, en fait, on réutilise la chaleur de serveurs informatiques pour chauffer le bâtiment ici depuis maintenant 5 ans. Ça va être notre 5e hiver cet hiver. Ça a commencé là, vraiment avec un feu moi, je disais que c'était notre feu de joie au milieu de l'église. On avait empilé des ordinateurs juste là, au milieu de la pièce. Puis on avait débranché tout ce qui était électrique de la petite boîte électrique qu'on avait ici pour tout canaliser vers le centre de l'église. Puis on avait branché plein d'ordinateurs. Puis ça avait réussi à maintenir l'église à 15 degrés tout l'hiver. Et puis à partir de là, moi, on s'est mis à réfléchir, à penser. Puis là, maintenant, 5 ans plus tard, bien, on a 3 prototypes fonctionnels. Et puis on est en phase de commercialisation avec Projet BTU. Puis on a commencé avec de la crypto-monnaie parce que c'était le truc le plus easy à faire, le plus facile à faire. Mais maintenant, on est en train de diversifier. Et puis pour l'industrie créative, c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut créer de la force de calcul GPU, CPU, puis aussi permettre de décentraliser, de délocaliser des emplois, donc de permettre le remote computing en bon français. Donc des ordinateurs à distance. Donc les gens peuvent se connecter sur leur portable, mais travailler au bureau, qui est un espace virtuel qui pourrait éventuellement créer un réseau dans toutes les églises du Québec ou dans tous les bâtiments patrimoniaux du Québec. On pourrait avoir des salles de serveurs, puis avoir en fait la souveraineté de nos données, puis chauffer les bâtiments à moindre coût et puis réduire en fait l'empreinte écologique des salles de serveurs de cette façon-là. Oui, au lieu de payer 60 000 par hiver ici, en mazout, tout ça, ben ça revient à moitié prix, en fait, pour les propriétaires de bâtiments. Et puis, ça revient aussi meilleur marché pour les compagnies d'informatique qui veulent héberger des systèmes informatiques. Puis ça permettrait peut-être de délocaliser des emplois dans l'industrie créative, par exemple, des Ubisoft, RadioFX, tout ça, permettre à ces gens-là de l'industrie créative de s'installer en région, puis à ce moment-là, d'avoir les mêmes outils qu'il y aurait en ville. Donc, voilà. Bien, gros merci. Super contente aussi qu'on ait tous eu la chance de se présenter aussi. Comme ça, je pense que ça fait un lien aussi avec peut-être nos réponses, mais aussi les humains que nous sommes. On a eu une petite conversation en amont où est-ce qu'on a identifié quelques thèmes très, très larges. Puis j'aimerais qu'on ait une discussion assez ouverte à ces sujets-là. Donc, un des premiers sujets qu'on a identifiés puis qui nous tenait tous à cœur, en fait, c'était l'importance du lieu physique en créativité. Puis, je rappellerai juste un peu le thème là, par rapport à moteur de transition. Donc, comment cette créativité-là, dans un lieu physique qui est commun, a le pouvoir, justement, d'avoir une accélération au niveau de la transition. Donc, j'inviterais n'importe qui a déjà une partie de réponse à ça, à se lancer, à se mouiller. Ou pour vous, ça va comment? Oui. Nous, dans notre cas, notre projet, il y a plusieurs volets. Il y a le volet maraîcher, de la ferme à la table.
qui a été un prétexte pour inviter les gens à venir une fois par semaine acheter leurs légumes, découvrir le lieu. Mais ça, c'est une façon dont on amène les gens à découvrir notre lieu puis à prendre conscience de d'où viennent les aliments, comment on les cultive. Le volet culturel a joué le même rôle, peut-être même encore plus fort à travers les événements qu'on organise puis en accueillant les artistes, parce que nos événements culturels nous permettent d'inviter les gens sur le terrain, de vivre une expérience de la ferme à la table, mais en même temps, le premier prétexte, c'est de venir voir un événement culturel ou une sortie de résidence ou une conversation ou un vernissage. On vient pour un vernissage, puis finalement, on se fait surprendre par le fait que les petites bouchées, c'est les légumes que j'ai vus dans la visite, puis que j'ai vu le cuisinier les récolter, puis finalement, je comprends que ce que je mange, ça vient de là, puis je regarde autour de moi, puis je vois l'environnement naturel qui m'entoure. Fait que c'est comme si ça nous a permis de rencontrer la communauté, ça nous permet de servir notre cause via les artistes, parce que les artistes en bénéficient beaucoup de ce lieu-là. Mais c'est très, très important dans notre ancrage. C'est très fort, puis on le vit de plusieurs façons, mais c'est notre canot principal, le volet artistique dans notre cas. Donc, voilà. L'importance du lieu, ouais, dans notre projet aux îles. Ce que je dis depuis le début, depuis la première fois que j'ai fait une présentation aux citoyens, aux paroissiens et à la fabrique pour proposer mon projet d'église, ce que je dis depuis le début, c'est de ramener les citoyens sur le perron de l'église. Tu sais, aux îles, on dit qu'on palabre sur le perron de l'église. Donc, c'est là que toutes les histoires commencent. Et donc, quand ce matin, on disait d'aborder le projet avec... dans un langage, puis de prendre les gens où ils sont pour qu'on se comprenne. Tu sais, moi, j'ai grandi aux îles, ça fait 40 ans que je suis parti des îles, mais dès que je reviens, il y a des réflexes qui reviennent, puis il y a des manières d'entrer en communication qui sont là. Puis c'est sûr que de dire qu'on va recommencer à se conter des histoires sur le perron de l'église, c'est un bon point de départ. Puis je me suis rendu compte de l'importance du lieu cet été parce que le projet, c'est un grand projet de restauration de l'église qui coûte plusieurs millions, 7 millions. L'école, c'est encore plus cher. Donc, tout ça va prendre du temps, mais l'idée, c'était le plus rapidement possible d'essayer de créer un achalandage et de tester une circulation sur le lieu pour voir comment les gens se sentent sur le lieu. Et comme beaucoup de gens comprenaient mal mon projet, surtout les plus vieux du village, qui étaient aussi dans l'émotion de perdre l'Église, donc j'avais sous-estimé cet impact-là. Sur les gens qui, à chaque semaine, ont donné la dîme pendant 55 ans. Puis là, tout à coup, comment ça se fait qu'on donne mon église à Jeannot Maurice, là, tu sais? Parce que nous autres, moi, c'est Jeannot Maurice à Armand. C'est pas Jeannot Pinchot, mon nom aux îles. Voyons, j'ai perdu mon fil. Les réinvités sur le perron de l'église. Les réinvités sur le perron de l'église. Ah oui, c'est ça. Puis donc, il fallait rapidement créer quelque chose qui fait que les gens reviennent sur le perron, reviennent sur le terrain, reviennent à l'église, parce qu'il y avait plus beaucoup de monde qui venait à l'église. Hein. Il y avait une douzaine de personnes, un peu plus quand il y avait des funérailles, mais c'était à peu près tout, là. Donc, il y avait peu de fréquentation à l'église. Et donc, j'ai réussi avec le Cirque Éloise à aménager une scène dans l'église temporairement, mais cette scène-là, finalement, elle est très efficace. On a mis, parce que l'église elle est en triangle et l'acoustique est formidable, et on a mis une structure de pont et on a utilisé les bancs d'église tels qu'ils sont. On a mis des toilettes chimiques à l'extérieur et on a pu, l'été dernier, expérimenter un premier projet de spectacle qu'on a fait à 18 reprises. Et on a rempli à 410 personnes 18 fois en plein été. Et donc là, les gens sont venus sur le perron de l'église. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu des files d'attente pour rentrer à l'église. C'était tellement beau. Et à côté, j'avais installé 2 containers, donc 2 jeunes entrepreneurs, un chef qui avait sa cantine, la cantine des Demoiselles, et le café La Jongleuse, juste à côté. Deux jeunes entrepreneurs qui avaient chacun leur business dans le container. Parenthèse, le projet s'appelle « Au pied des Demoiselles », parce que pour ceux qui connaissent les îles, on est situé au Havre-Robert, à 5 minutes à pied du site historique de La Grave, et juste au pied des buttes des Demoiselles.
Donc, je trouvais ça assez poétique d'appeler mon projet « Au pied des demoiselles ». Il y a les 2 grandes buttes à côté, qui sont les demoiselles, les buttes des demoiselles. Et donc, et autre parenthèse, ça a été vraiment un combat pour faire accepter le fait d'avoir un container. Mais ça sera un autre sujet, là, comment on fonctionne avec les municipalités, etc., parce que j'ai dû présenter un projet pour changer le zonage. Donc, les gens de la municipalité connaissent ça, les PPC-moi, c'est nouveau au Québec, là, ça te permet d'avoir un multi-usage, là, mais ça a été une démarche de presque 1 an. Et le défaut de la qualité de ce programme-là, c'est que quand tu déposes quelque chose, même si c'est préliminaire, même si c'est des plans d'architecte préliminaires, il faut que tu fasses exactement ce qui est écrit dans le document. Bien, un projet comme ça évolue beaucoup en peu de temps. Et comme dans ce projet-là, il y avait prévu éventuellement un restaurant dans l'école, mais en attendant d'avoir les fonds pour financer tout ça, qui va prendre 2-3 ans, pour amener du monde à l'église, il fallait bien installer des toilettes chimiques et une cantine pour vendre de l'eau, vendre du jus, vendre un sandwich. Mais quand je me suis présenté avec ça, c'était comme une dérogation, puis c'était, bien là, on t'en a assez donné. Comment on en a assez donné? En tout cas, bref. Je ferme la parenthèse. Classique, oui. Parce que là, je me dis, bien, c'est parce que je vais emmener 400 personnes par soir dans une église où il n'y a pas de toilettes, puis là, vous me dites qu'avoir un permis pour mettre des toilettes chimiques en dehors, c'est compliqué. Ouais. OK, bref. Ouais, mais je ne veux pas partir là-dessus, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est classique, puis c'est bien c'est bien, en fait, que tout le monde entende ça, parce que vous soyez un élu, une municipalité, une MRC, un porteur de projet, il va y avoir dans les règlements municipaux des écueils. Ah oui, des écueils, des embûches, des fonctionnaires récalcitrants parfois. Il va y avoir toutes sortes de règlements qui font aucun sens. Parce qu'il y a eu des abus pendant les années 60-70, on a fait un règlement sur le camping en zone urbaine. Et puis là, maintenant, s'il y a une tente sur un terrain privé au village, c'est une amende. Bon, le règlement... Non, mais je me suis rendu compte de ça après coup, effectivement, où, dans le fond, le fardeau de la preuve nous revient, malheureusement, de bien communiquer, de bien faire comprendre les intentions derrière, parce qu'effectivement, eux, c'est leurs expériences passées qui provoquent cette fermeture, donc tout devient très compliqué. Oui. Mais le point, c'était de dire s'il fallait créer une expérience pour que les gens comprennent le projet, et ce qui me faisait le plus grand plaisir, parce que j'ai fait à trois reprises des Facebook Live pour expliquer aux Madelinos et aussi à ceux qui viennent des îles, mais qui vivent à Montréal. Je voulais atteindre ceux-là aussi, qui viennent en vacances l'été, mais qui vivent à Montréal. Le bien fondé du projet, bien que je pense que plus de 90% étaient très favorables au projet, mais ça en prend juste 2 ou 3 qui ne sont pas contents, qui répandent ça sur les réseaux sociaux, puis là, tu es dans le trouble. Donc, il y en avait quelques-uns comme ça. Et donc, et quand le spectacle a eu lieu, il y a eu l'achalandage sur le site, l'importance du lieu, parce que c'était ça le sujet, du lieu physique. À tous les soirs, je me positionnais à la sortie. C'était un beau spectacle parce que je voulais que ce soit un spectacle qui parle des îles, qui parle des Madelinos, mais qui s'adresse autant aux visiteurs qu'aux Madelinos. Pas juste un projet pour le tourisme, parce que c'est ça le problème qu'on a souvent quand ça se développe beaucoup. Dans une place comme les îles, il y a trop de lieux, de restaurants, de tout ça, juste qui cible la clientèle touristique. Ça, c'est un grand problème. Et donc, moi, je voulais un lieu de rassemblement. Et ça, c'est mission accomplie. J'avais la moitié de la salle qui était des Madelinos, puis la moitié qui était des visiteurs. Puis là, je voyais beaucoup de gens que j'avais vu des points d'interrogation, des doutes dans leur esprit dans mes Facebook Live avant. À la fin du spectacle, qui sortaient, puis c'est bon ton projet. Tu sais, les vieux du village, là je disais, yes, OK, là, ça, c'était le plus important, l'acceptation sociale, que les gens comprennent. Puis là, puis de par la nature du spectacle. Moi, mon métier, c'est de créer des spectacles, donc je me suis dit, c'est par là que je peux le mieux m'exprimer. Donc, il fallait un spectacle qui leur raconte leur histoire. De toute façon, c'était l'intention, là. Moi, je voulais parler des îles de la Madeleine dans le cadre des 30 ans du Cirque Éloise. C'est notre spectacle des 30 ans. Et donc, j'ai impliqué un conteur, Cédric Landry. Donc, c'était les textes de Cédric. Donc, pour la première fois, on mélangeait le conte et la musique traditionnelle avec des membres du groupe Suroît et le cirque. Et donc, cet amalgame-là, de ces 3 univers-là,
ça a été, là, c'était tendre, c'était poétique, c'était beau. Puis les Madelinots sont sortis de là avec un sentiment de grande fierté. Fait que là, j'ai réussi à fédérer les sceptiques au projet. Et là, c'est une étape très importante, mais donc l'importance du lieu physique, c'est vrai que tout à coup, puis là, je vois, tu sais, je suis un peu comme toi, puis là, j'ai 1000 idées à la minute. Là, il faut me calmer parce qu'il y a trop d'idées, la bouffe, les projets en art visuel, les projets en art vivant, mais il faut focusser, il faut choisir, puis il faut y aller une étape à la fois. Ouais. Mais c'est sûr quand on parle de revitaliser le cœur du village, le champ des possibles est incroyable et par les industries créatives, ça ouvre beaucoup de possibilités pour toutes les autres industries aussi parce que c'est fédérateur. Ouais. Puis, si je peux peut-être rebondir un peu là, sur différentes choses qu'on a évoquées, je pense que l'importance physique, bien, premièrement, ça permet à des gens de se rencontrer. Là. Je pense que c'est quelque chose qui a été nommé. Puis quand les gens se rencontrent, bien, tout à coup, il peut y avoir des prises de position aussi. Puis je pense qu'on a parlé d'acceptation, d'être content, de trouver ça peut-être plus frustrant. Tu sais, je pense que le point de rencontre physique, valide ou invalide, ou améliore les démarches, la font s'ancrer dans une réalité qui peut être plus pérenne aussi. Puis je pense que ça... Tu sais, ça, c'est ma lecture. Je pense que ça permet aussi d'adresser certains silos de la société puis de les mettre ensemble, parce que si tout est individuel, ben comment est-ce qu'on fait pour évoluer ou changer? Donc, je pense que si on veut être un moteur de transition, ben il n'y a pas le choix qu'il y ait une couple d'affaires qui changent là-dedans. Et donc, comment est-ce qu'on fait justement pour faire en sorte que les propositions créatives qu'on apporte génèrent suffisamment de mouvements, même physiques, pour se rendre dans un lieu, par exemple, ou pour côtoyer un organisme, ou même se rendre à une salle de spectacle, ou peu importe, venir faire des projets, un AEC. Ouais. Bon, mais comment est-ce que ça, en bougeant les gens physiquement dans un autre lieu, comment est-ce que ça, en partant, donne déjà un point de prémisse à faire en sorte qu'on n'est pas dans la trajectoire qu'on empruntait pour commencer? Donc, je pense que comme c'est super important, en fait, qu'il y ait un aspect physique, créatif, à faire en sorte qu'on puisse changer nos habitudes, changer nos mœurs, changer la façon qu'on réfléchit. Parce que s'il n'y a pas... Puis je pense que c'est important aussi d'avoir une variété de lieux physiques qui offrent ça. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de créations aussi qui font en sorte que, bon, il y a des lieux qui n'étaient pas investis, qui le deviennent. Mais si ça devient le seul lieu investi, puis qu'on rentre aussi dans une stabilité à ce niveau-là, je pense qu'il y aura ce besoin de revitalisation-là aussi qui va continuer. Donc, je pense qu'une diversité de lieux physiques qui permettent de voir le monde autrement, puis de se régénérer soi-même sa créativité en côtoyant la créativité des autres, puis des gens qui participent. Je pense que c'est là aussi où est-ce qu'on devient un écosystème intéressant. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait autant de gens dans la salle. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la diversité au niveau de l'offre créative. Mais aussi que tout le monde semble si passionné là, d'à quel point est-ce que le sujet physique est important, surtout dans une ère de dématérialisation aussi, où est-ce qu'il y a de plus en plus de rencontres bon, tantôt, on parlait un petit peu de... Virtuel. Oui, c'est ça, de virtuel, mais aussi de... Là, j'ai oublié le mot, mais tu l'as nommé tantôt. C'est quand on imagine les futurs. Là, il y a des gens la qui ont... prospective. La prospective. Oui, bon, la prospective. Tu sais, si on est pour s'imaginer les futurs, je pense qu'en effet, il y a des futurs là-dedans où est-ce qu'il y a des rencontres en ligne. De toute façon, ça existe déjà toujours, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le point physique de rencontre demeure aussi une revitalisation propre? Donc, c'est comme mon commentaire final. Oui. Non, puis que le lieu physique devient on n'a pas le choix de se rencontrer, on n'a pas le choix de se parler. On peut facilement inviter quelqu'un en ligne, mais quand on fait partie d'une communauté puis qu'il y a un hub créatif, qu'il y a de la rencontre, ben on n'a pas le choix, on se voit en face. Puis là, on est comme obligé de communiquer. Et puis, je pense que c'est cette rencontre-là, en fait, que la main gauche parle à la main droite, puis qui mangent dans la même assiette, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment ce qu'on a voulu créer. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que Projet 1606, la compagnie d'immobilier que j'ai fondée pour faire l'achat de l'église ici, notre vocation, c'est accélérateur de transition.
Puis ça, c'était vraiment ça. Le but, c'était d'accélérer la transition du village de Saint-Adrien par tous les moyens connus et inconnus et à inventer. Fait qu'on se penche là-dessus. Puis le lieu physique, on le voit, tu sais, ici, avec, vous avez vu hier dans le documentaire Alt Coop, leur bureau est juste là, à côté des bureaux de projet BTU. Donc ça, c'est le fun parce que ça faisait quelques années que j'avais acheté l'église ici, puis je me disais, ça nous prendrait des ingénieurs au Hub créatif. Il me semble que ce serait pratique, là, tous mes dessins sur des napkins ou dans des petits cahiers, des pages blanches, là, que je gribouille des idées, là. Ça serait le fun que quelqu'un puisse calculer, matérialiser ces idées-là. Puis ça s'est passé grâce au lieu physique, au Hub créatif, ici, au fait que ces gens-là sont arrivés puis ils ont dit on s'installe à Saint-Adrien, puis oui, on va prendre un bureau dans l'église, puis là, leur bureau est à côté du nôtre, puis là, nous, on travaille ici, puis là, les conversations de cafetière, puis tout ça, c'est là qu'on crée le lien, t'sais. Fait que l'importance du lieu physique, elle est là. Merveilleux. Oui. Puis je me permettrais Oui, de rajouter un Oui. petit truc dans notre patrimoine québécois. Les églises prennent beaucoup de place, c'est sûr, mais la cuisine aussi prend beaucoup de place. Puis nous, le commentaire qu'on reçoit quand les gens viennent dans notre espace, qui est un espace de formation, de rencontre, de coworking, les gens sont vraiment surpris qu'il y ait un tiers de l'espace qui soit occupé par la cuisine. Moi, c'était dans mon idée fixe. On a un îlot pour 10, 12 personnes. On rassemble les gens autour. Puis, ça fait que les gens se sentent immédiatement confortables, se posent pas aucune question, genre, coudonc, je suis invité, tu sais. Quand il y a juste des bureaux, quand il y a juste des endroits qui sont pas comme qui rappellent pas un sentiment de confort, les gens vont avoir tendance à passer. Mais là, les gens viennent chez nous, puis ils s'installent chez nous, puis ils veulent rester chez nous, ils veulent partager. Puis c'est essentiel pour nous que les gens soient là parce que entrer en contact avec un médium, dans le cas comme nous, les artisans, c'est très vaste. Il va y avoir des ébénistes, des céramistes, des forgerons, de la joaillerie. Ça prend du temps à entrer en contact avec ces univers-là, à bien comprendre que le projet, le monde de chacun des créateurs, chacune des créatrices. Donc, offrir des lieux où les gens peuvent vraiment se déposer, prendre le temps d'être là, échanger, c'est vraiment essentiel. Puis, c'est sûr que les églises de Parvis le fait, mais la cuisine, n'oubliez jamais son pouvoir. Non, mais c'est tellement vrai. Dans notre projet aussi aux îles, pour moi, c'était essentiel, d'autant plus qu'il y a une problématique d'accessibilité au restaurant à saison haute aux îles. C'est assez dramatique, là. Mais il fallait absolument avoir une table pour se rassembler autour de la table. C'était aussi au cœur de mes réflexions. Donc, je ne pouvais pas démarrer ce projet-là si je n'avais pas une offre de restauration avec un chef disponible pour, ne serait-ce qu'en création, avoir de la bouffe autour d'une table. Et quand on est en break, tout le monde est autour de la même table parce que l'énergie et la création, la co-création, ça se passe beaucoup autour de la table, effectivement. Puis de se réapproprier ça, ça participe de tout le mouvement dont on témoigne ici que de prendre le temps de revenir autour de la table ensemble. Je pense que c'est très pertinent, là. La table, c'est au cœur de tout ça, là. C'est le lieu ultime du partage, vraiment. Donc, puis autour de la nourriture, on partage la nourriture aussi, on partage des savoirs. C'est très fascinant de voir comment ça se passe toujours. C'est ça qui se passe, oui. Je trouve... Ah oui, pardon. Non, mais Oui. vas-y. Moi, je voulais rebondir sur le lieu physique. Oui. Il y a, tu l'as nommé tantôt, puis nous, ça a été vraiment le cas, mais je suis certaine que toi aussi, Sarah, d'avoir un lieu physique, de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir leur faire vivre une expérience quand tu es en innovation, quand tu es une personne créative, quand tu expliques ton projet, puis que la plupart des gens, la plupart du temps, les gens te regardent avec des yeux très ronds en se demandant « Mais qu'est-ce que tu me dis? Je comprends pas. » Ils vivent, puis là, tout fait du sens. Oui. Bien, on l'a vécu ici avec l'Abracabaret quand on a eu... parce que, tu sais, ici, il faut comprendre que ça fait 3 ans qu'on est en pandémie, travaux, tout ça. Là, il y a 1 an et demi à peine, l'église était jonchée de matériaux de construction de toutes sortes, de débris, de vestiges. Et puis là, on est finalement arrivé à ça. Mais la première fois que le village s'est rassemblé ici pour l'Abracabaret avec la chorale, tout ça, je vous jure, il y avait comme 300, 350 personnes, là. C'était complètement fou, là. La chorale du village, tout le monde qui était là, les gens de la communauté. Puis là, les gens
ont comme compris, je pense, il y a eu un déclic, ils ont fait OK, c'était ça, la vision, l'idée derrière ça. Puis c'était vraiment réconfortant pour moi de voir l'acceptation des gens du fait que l'Église n'était plus une Église, mais que c'était encore leur lieu, puis que c'était encore ouvert pour eux. D'ailleurs, on barre pas les portes le 3/4 du temps, puis les jeunes du village les jeunes traîneux, comme une plus vieille génération les appelle, les jeunes punks de Saint-Adrien. On les invite à entrer puis à s'approprier le lieu. Comme ça, si c'est leur lieu, ben ils n'ont pas envie de faire du grabuge, ils n'ont pas envie de briser les choses. Donc, on leur dit, ben tu sais, voici un micro, une guitare, un truc, ça, c'est tout là, puis c'est pour vous autres, si vous voulez. Fait que le partage aussi qui amène le lieu physique, puis tout ça, c'est intéressant. Comme tout un excellent segue vers le prochain thème. Mais en fait, qui était communauté. Mais je sens qu'on l'a beaucoup abordé aussi dans nos réponses de physicalité. Puis, je vois aussi le temps qui file. Puis, il y a aussi 2 autres thèmes qu'on avait. On a commencé en retard, là, mais j'imagine que la suite de la programmation... C'est lousse, c'est lousse. C'est mou, c'est une programmation molle. Oui, quand même. Mais je me dis, il y a d'autres contenus aussi après. Ouais. Donc, il y a quand même une formidable programmation. J'aurais envie de peut-être s'en aller aussi vers le rayonnement, puis aussi l'icône. Donc, comment est-ce que des icônes, tantôt on parlait justement, il faut penser à une idée, après ça, on la fait, après ça, on la finance, ça devient vrai. Puis une fois que ça devient vrai, les gens sont comme, ah, c'est ça que tu disais. Bon. Fait que ça, c'est clair, mais une fois que c'est ça que tu disais, ça devient une icône qui peut devenir après ça un moteur pour d'autres types d'initiatives, qui peut devenir la marche précédente à un prochain projet. Puis, des icônes, on en a besoin. Là. Je sais qu'on s'en est parlé très rapidement dans la conversation précédente, là, mais entre autres, là, il y a une compagnie, là, j'ai trouvé le nom, qui s'appelle Pixetic, qui permet de revisiter des scénarios de films, mais en plaçant des habitudes ou des produits plus responsables à l'écran pour justement faire des icônes positives, là, genre le personnage se brosse les dents, mais finalement, il se brosse les dents avec une pâte à dents qui est en bloc, là. Excusez le mot. Un bloc à dents. Un bloc à dents. Ça peut être complexe. Non, mais au lieu d'avoir un tube dentifrice là, jetable. Donc, c'est toute une révision comme ça de scénario qui permet justement d'inclure des pratiques plus durables ou responsables à même le scénario. Donc, c'est comme une vision peut-être autrement, là, plus large, dans le fond, que les projets peut-être pas plus large, mais plus en mode conseil. Là. Peut-être qu'il y a des exemples de projets qui sont sur scène, mais tout ça pour dire comment est-ce qu'on voit le rayonnement à partir des icônes qu'on produit, puis comment est-ce qu'on voit que ça peut être le moteur d'autres choses ou d'autres répercussions, puis s'il y a des exemples peut-être concrets là, qui ont été observés. Puis, pour rebondir là-dessus, des fois, il y a des habitudes aussi. Il y a des... il y a pas si longtemps, il y avait, par exemple, des déjeuners au centre communautaire, tout ça, puis il y avait beaucoup de polystyrène qui circulait, puis tout ça. Puis à un moment donné, on se disait, il y a une cuisine complète avec plein de vaisselle de restaurant, puis tout ça, mais c'est barré, tu sais. Fait que là, on a demandé, est-ce qu'on peut avoir les clés? Ah, mais là, si on ouvre ça, il va falloir faire la vaisselle. Puis là, tu sais, il fait qu'il y a toutes des fois des habitudes, des blocages, des choses que on se pose plus la question, c'est il y a un rassemblement, on va aller acheter 200 assiettes en plastique. Puis c'est tous des gens qui compostent à la maison, là, puis qui ont leur jardin, mais c'est juste, il va avoir ça, ça va être ça. Fait que des fois, d'arriver avec un œil externe ou de dire justement, c'est comme Pixetic qui vont, eux, revisiter des scénarios, tout ça, qu'on observe puis qu'on réalise que, faire la vaisselle pour 100 personnes, ça sera ça. T'sais. On va s'installer une coupe un lave-vaisselle, il y en a un en plus, ou une coupe de boys, puis on va faire la vaisselle, parce que là, on s'est fait dire par les madames du village, là, c'est tout le temps nous autres qui fait la vaisselle, puis là, les gars, là. Fait qu'on a dit, on va recruter quelques jeunes hommes en gaillardie, puis on va faire de la vaisselle. Fait qu'il y a tout ça
Mais Ben, c'est ça, tu ça sais, aussi, c'est une icône. Tu sais, je pense que Oui. c'est tout brisé, mais pas brisé, là, mettons, genre transitionné, mettons, le Ouais. remodelé. Merci pour le vocabulaire beaucoup plus positif. Tu sais, changer, comment est-ce qu'on fait ça à travers, justement, ben, des petites propositions qui deviennent vraies, puis qu'une fois que c'est devenu vrai, ben, que ça devient malléable, puis justement flexible. Puis après ça n'a pas toujours besoin d'être les gars non plus qui vont faire la vaisselle, non, mais ben que non. ça devienne un peu un... On l'a fait juste une fois. Ah, bon. Mais, tu sais, je pense que c'est surtout de revisiter pour que tout à coup, on ne soit pas obligé de faire les choses d'une seule façon, qui deviennent l'unique et bonne façon, parce que de toute façon, ça, on voit bien que c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Ben c'est ça. Puis tu sais, comme Cocteau le disait si bien, peut-être que le progrès n'est en fait le fruit d'une succession d'erreurs. Donc, tu sais, on peut dire, bon, ben l'assiette en polystyrène, c'est du progrès parce qu'on n'a pas besoin de faire la vaisselle. Tu prends ça, tu manges, mets ça aux poubelles, fini. C'est vrai que c'est plus rapide. Mais après ça, quand tu reviens en arrière, puis tu dis, ah non, mais ça va prendre... Tu sais, il y a une conséquence à ce progrès-là qui est en fait une fausse bonne idée. Puis des fois, dans le statu quo, dans nos pratiques, dans tout ça, il y a plein de fausses bonnes idées qui sont devenues la norme. Fait que c'est comment est-ce qu'on fait pour détecter ces fausses bonnes idées-là, puis revenir à ce que c'était avant une bonne vieille assiette. Genre, pas en plastique. Oui, Sarah, tu as l'air de vouloir rebondir. Ouais. Bien, pas sur le polystyrène, je suis désolée, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Moi, je mange dans des assiettes en céramique faites Oui, par c'est ça. la personne Non, mais dans son exactement. atelier. Mais on a Je rétabli ça, là. C'est, Oui, oui, c'est des c'est ça. assiettes uniques. On aime ça, c'est de la musique à mes oreilles. Mais sur le sujet des icônes, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'à notre niveau, moi, ça m'arrive souvent personnellement dans mon projet de me dire, bien, quand je vais être grande, on va avoir fait ça, puis quand je vais être grande, on va avoir fait ça. Puis je suis déjà dans la phase 8, 9, 10 du projet, mais si je me ramène présentement à ce qu'on a réussi à accomplir, puis à ce qu'on peut offrir comme modèle, bien, on est déjà des petits icônes, chacun à notre manière, tu sais. Je me rappelle quand le Café des Forces fraîches a commencé le mercredi matin en novembre 2020. Moi, je viens d'arriver à Mégantic. Ça m'a fait un bien fou de briser mon isolement, tout ça. On sait que David l'expliquait très bien ce matin. Puis Amélie commençait, puis Zoé commençait. On avait un ambassadeur de ce à quoi ça pouvait ressembler, là, le développement d'un projet de cette envergure-là. Puis nous voilà déjà ici rassemblés. Donc, tu sais, d'être capable de reconnaître le fait que nos accomplissements à différentes échelles sont des modèles pour d'autres et servent à propulser d'autres aussi. Nous, chez nous, à Quartier Artisan, dans notre lieu, ben, tu sais, c'est sûr qu'on invite la population, on les met en contact avec des créateurs, des créatrices, des artisans, artisanes, mais on met aussi nos artisans et nos artisanes en valeur. On fait d'eux une forme d'icône, si on veut, d'une espèce de quotidien meilleur, d'incarnation de la créativité. Bref, je ne vais pas entrer dans mes grands concepts, mais je crois que c'est hyper important de se rappeler, tu sais, c'est sûr qu'on vise déjà plus grand que ce qu'on est en train de faire, mais à chaque étape qu'on accomplit, ben, on est une certaine forme de modèle, puis on peut en inspirer d'autres. Donc, j'aimerais ça, je voulais le rappeler. Tu as dit incarnation de la créativité. Moi, j'ai jamais entendu cet ordre de mots-là, puis tu t'es arrêté là-dessus, mais j'aimerais ça t'entendre juste une petite minute sur comment est-ce que ça a un impact dans la pratique de ce que vous faites, l'incarnation de la créativité, peut-être d'un point de vue rayonnement ou iconique. Peut-être que tu as... Oui, bien, c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent parce que bien, la créativité, hein, elle est là. Peut-être dans l'arche là-bas, en arrière, là. Mais quand on la ramène dans quelque chose de tangible, de quelque chose de concret, quelque chose d'incarné ou de ben c'est ça, incarné, souvent, c'est la chair, mais bref, vous comprenez. Ça évoque de la beauté, ça évoque des sentiments, ça évoque des souvenirs. Donc, je trouve que c'est super intéressant d'avoir des objets à travers lesquels on peut parler de la créativité, on peut démontrer. Un lieu, c'en est une incarnation de la créativité aussi. On a travaillé avec une architecte et l'architecte aussi avec laquelle vous travaillez aux Îles-de-la-Madeleine, Marilyn, c'est vraiment, le monde est tout petit mini. Donc, tu sais, avec elle, on avait comme une vision et on l'a incarnée. On avait des idées créatives et on les a incarnées dans un îlot de cuisine, dans une couleur de mur. Donc, je trouve que c'est à l'intérieur de ces objets-là ou de ces lieux-là qu'on peut ouvrir un discours
sur la créativité. Je suis vraiment contente de t'avoir posé la question. Merci beaucoup pour la réponse. Puis je sentais aussi, Amélie, que t'enchaînais juste avant que je pose ma question. Non, mais moi, en fait, j'ai réalisé en vous entendant parler qu'à Orchamps, surtout depuis que Vincent a intégré le projet en novembre de l'année dernière, en novembre 2021, lui a apporté son expertise au niveau du domaine maraîcher, comment le mettre en valeur, comment créer une expérience autour de ça. Il avait les connaissances pour le faire, ce qu'avant son arrivée dans l'équipe, on n'avait pas. Puis là, moi, cet été, à travers presque toutes les expériences qu'on a créées, que ce soit un événement d'une journée, que ce soit une retraite de 2-3 jours, ou même les gens qui venaient juste séjourner à Orchamps, il y avait plein, je ne sais pas si on appelle ça des icônes, mais il y avait plein de petits éléments que tu le voyais que ça changeait quelque chose dans leur tête, mais de façon passive. Je vous donne un exemple. On fait pousser de la gastache. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. C'est une herbe fraîche qui est un peu anisée. Puis, Vincent a pris l'habitude de mettre ça dans les pots d'eau pour aromatiser l'eau. Puis, on a acheté des pots d'eau transparents. Mais ça, là, c'est un hit, là. Les gens, de comprendre qu'il y a une plante qu'ils voient, ils mettent dans l'eau, c'est pas de la menthe, c'est pas des plantes qu'ils connaissent, ça goûte l'anis. Tu laisses ça 2-3 jours. Tu sais, t'as créé juste là, je sais pas si c'est un icône, mais t'as semé une graine juste en faisant un geste, juste parce qu'il était là à ce moment-là, puis il a bu cette eau-là, tu sais. Puis lui, il va revenir chez lui, il va peut-être la revoir, cette plante-là, il va peut-être dire « Hey, je vais la racheter pour la mettre dans mon eau », puis finalement, ben j'aurais pas envie d'acheter de l'eau aromatisée, j'en ai chez moi, tu sais. Fait que, oui, je pense qu'en pigeant plein de petites inspirations puis de petits trucs un peu partout, on réussit les uns les autres à s'inspirer. Puis, tu sais, moi, je peux en nommer plein d'initiatives qui, ça, je vais le prendre puis je vais le mettre dans mon projet puis ça va m'aider à créer mon impact à ma façon à moi, finalement. Puis ça se fait aussi de façon très passivement, juste en étant là puis en vivant quelque chose puis en expérimentant quelque chose aussi. Que je voulais rajouter. Jeannot, as-tu un exemple, icône, rayonnement, quelque chose qui t'a touché ou que tu aimerais partager? Donc, en fait, je retiens, je pense qu'on a tous envie d'avoir un impact sur notre milieu, dans ce qu'on fait, etc. Puis ce que je retiens plus, c'est le commentaire sur transmettre, puis sur ce qu'on va laisser après pour la suite. Et c'est sûr que d'un projet comme le mien, comme dans la plupart de vos projets, c'est omniprésent dans la réflexion. Puis, quand j'ai présenté mon projet l'an dernier au Pied des Demoiselles, puis que j'ai commencé à parler que j'aimerais que ce soit non seulement un hub créatif, mais un endroit, un incubateur pour des jeunes entrepreneurs, des jeunes pousses entrepreneuriales, mais autour du milieu de la culture, autour des métiers du spectacle. C'est une intuition, sachant qu'il y a des forces créatives fortes. Puis après ça, on va laisser venir, puis on va avancer au fur et à mesure comme ça. Puis les premiers qui sont venus cogner à la porte, c'est une coop qui se forme où ils partent un projet pour être capable d'avoir de l'équipement technique puis desservir des gens, pas seulement dans le monde corporatif, mais dans le monde artistique pour avoir plus d'accessibilité à des équipements, etc. Des gens qui sont tous dans le milieu. Puis, ils avaient envie de faire une levée de fonds chez nous. Donc, ça a été la première initiative qui est venue sans que je la sollicite. Et ça a été, pour moi, quand ils sont venus, et on l'a fait en août dernier, on a fermé la saison avec ça. Et ça a été un grand succès. Ils ont rempli la salle. Et pour moi, ça a été, tiens, c'est exactement ça que je voulais dire, que je voulais créer comme effet dans le milieu. C'est des gens qui arrivent et qui disent « Ah, mon Dieu, peut-être un équipement, nous, on a cette idée-là, puis peut-être qu'on pourrait, d'une certaine manière, soit collaborer ou être partenaire ou voire même juste utiliser le lieu. » Après ça, les formes de collaboration sont diverses, dépendamment des intérêts, parce que peut-être qu'eux cherchent un lieu à côté ou différent, mais pourraient venir faire des productions chez nous, etc. Donc, pour moi, ça, c'est ce que je retiens plus que le côté iconique, c'est le côté... pas legs, mais transmission, puis créer un écho, le lieu physique, puis l'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que des idées naissent
et peut-être que des idées existantes se concrétisent. Parce que, comme on disait, avoir plein d'idées, il y a beaucoup de monde qui ont plein d'idées, beaucoup de monde qui sont rêveurs, mais qui manquent d'audace pour les réaliser. Puis parfois, peut-être qu'avec nos projets, on peut avoir un contexte et un lieu physique qui fait en sorte que, tiens, peut-être que je pourrais concrétiser une idée, je vais aller cogner à cette porte-là, puis on va créer des partenariats. Puis là, c'est comme ça qu'on change le monde, puis c'est comme ça qu'on revitalise nos territoires. Puis la technologie aujourd'hui va permettre, ce que tu disais tantôt, de travailler à distance avec de la technologie ici. Bien, c'est tout un mouvement qui est amorcé. Puis si on tire des côtés positifs de la pandémie, mais le télétravail, aujourd'hui, tout à coup, permet des choses qu'on n'aurait pas imaginées possibles il y a 5 ans, c'est-à-dire développer les régions avec des métiers qui, on pensait, pouvaient juste se développer en ville. Oui. Ça, c'est formidable, ça. C'est ce que j'appelle candidement la post-normalité. C'est comme une nouvelle normale à laquelle il faut s'habituer puis qu'il faut nommer en quelque part parce que l'ancienne normale ne reviendra peut-être plus. Il y a des nouveaux paradigmes qui sortent de cette pandémie-là. Il y en a que c'est pour le mieux, en fait, parce que si on enlève des voitures sur la route parce que les gens restent travailler à la maison, puis qu'on brise l'isolement grâce à des hubs créatifs ou des hubs sociaux, comme Jean-Daniel le mentionnait, dans des lieux iconiques comme les églises, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre d'accélérer la transition. Là. La technologie au service de l'humain, au lieu de juste au service de la technologie pour de la technologie là, ou de l'industrialisation. Donc, c'est ça. Voilà. Bien, je pense que ça conclut aussi un certain tour de table. Je pense qu'on va bientôt faire suite au restant de la programmation. J'aurais envie d'ajouter juste un peu par-dessus là, les derniers commentaires. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions de crédibilisation qui ont été nommées. Puis que ça permet aussi, entre autres, justement, là, au groupe Coop dont tu parlais, Jeannot, je pense que c'est un saut d'approbation. Puis souvent, je pense qu'on gagne. Il y a des sociétés qui sont super bons pour se donner, genre, leur propre saut d'approbation. Ils sont plein de concours, plein de prix, plein de tout. Puis ils sont super bons pour faire ça parce qu'après ça, tout à coup, OK, tu as une certaine légitimité. Puis là, après ça, tu crois plus dans ton projet. Puis ici, je trouve qu'on est avare de tout ça. Puis finalement, ça prend 75 ans de réputation avant de te faire reconnaître sur un aspect. Tu sais, des fois, c'est un peu ça. Donc, je nous invite tous ensemble à regarder un peu comment est-ce qu'on peut devenir aussi un saut de légitimité pour notre entourage, parce que ça a un grand impact. Puis ça transforme notre propre vision. Puis un peu comme tu mentionnais tout à l'heure, ça devient on est comme fiers maintenant, puis on arrête de se projeter toujours dans 8 ans. Puis quand on est créatif puis qu'on veut transformer les choses, c'est normal qu'on trouve que ce qu'il y a en ce moment, c'est pas encore assez bien. Donc, voilà, légitimisons-nous à travers être fier de nos réalisations, avoir confiance en soi et de ne pas être gêné, effectivement, de l'afficher. C'est vrai que des fois, c'est un petit problème qu'on a au Québec. Il faudrait de le donner aux autres. Oui, mais de donner aux autres, mais de prendre conscience que ce qu'on fait a un impact et de l'affirmer et d'inviter des gens dans ce mouvement-là. Peut-être que des fois, on devrait davantage montrer notre fierté sans gêne. Ouais. Alors, je conclue pour vrai parce que j'ai des petits signes à l'arrière. Et puis, je transmets le micro aux prochaines personnes. Mais merci infiniment pour votre écoute, la participation, la discussion. J'étais très enthousiaste ce matin, puis je le suis encore plus à la sortie de la discussion. Merci beaucoup. Merci. Anne.